Rebonjour à tous, encore merci d'être aussi nombreux pour la dernière conférence de la journée sur Caspa. Tout le monde en parle, mais pourquoi? Et on a la chance d'avoir Julien avec nous, qui est le représentant pour Caspa pour la France et certainement beaucoup d'autres choses. Donc je te laisse te présenter. On est en français alors. Oui. Ok, bonjour à tous. Donc je m'appelle Julien. J'ai fondé plusieurs entreprises tech en France et j'ai rejoint l'équipe Caspa il y a 2 ans. Et mon rôle sur Caspa, c'est que je les accompagne sur tout le volet communication, sur le programme ambassadeur qui est développé chez Caspa, les relations presse et une partie des listings de Caspa. Top. Et moi, Benjamin Moger, comme je vous l'ai déjà précédemment dit, je monte un fonds sur Bitcoin, mais peut-être que je vais être convaincu pour aussi mettre des billes sur Caspa. Et du coup, si tu pouvais nous décrire rapidement, parce que tout le monde ne connaît pas et on a aussi un public débutant, Caspa en un tweet, comment tu ferais? Alors pour être le plus simple possible, je dirais que Caspa, c'est un réseau d'information qui a sauvé le trilemme. Donc ça veut dire que le réseau est à la fois décentralisé, sécurisé et scalable. Donc il y a un des enjeux principaux de la blockchain à résoudre. Et il faut savoir que ce réseau d'information, l'information, elle s'encapsule dans un jeton, un coin. Donc ce coin, c'est le CAS. Et la valeur du jeton est indexée sur le coût de l'énergie, puisque Caspa est une technologie en proof of work. On en venait justement, je voulais te demander sur le consensus. Est-ce que déjà, Caspa, on peut parler de blockchain? Parce que c'est un petit peu différent, c'est un bloc DAG. Et du coup, quel consensus ça utilise? Tu viens de nous dire un proof of work, mais concrètement, comment il fonctionne avec Caspa? En quoi il se distingue? Et du coup, pourquoi on peut dire qu'il a résolu, selon toi, le trilemme de la blockchain? Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question. Tout d'abord, sur le consensus, c'est le Nakamoto consensus qui est appliqué sur Caspa. Donc, en termes de sécurité, c'est aussi fort que Bitcoin. Ça veut dire que c'est résistant à 51% des attaques byzantines. Donc, les attaques byzantines, c'est des personnes qui souhaiteraient prendre le réseau, prendre le contrôle du réseau à plus de 51% du réseau. C'est quelque chose de très compliqué sur Bitcoin parce que c'est lié au coût de l'énergie. C'est le même phénomène sur Caspa. Et c'est pas si facile à appliquer que ça, le Nakamoto consensus, dans toutes les blockchains, puisque par exemple Ethereum est simplement sécurisé à 33% sur ce type d'attaque. Après, c'est vrai que Caspa n'est pas une blockchain, c'est un bloc DAG. Donc qu'est-ce que c'est qu'un DAG? Techniquement, il y a plusieurs DAG qui sont implémentés déjà dans certaines blockchains que certains connaissent peut-être. Peut-être tu peux nous dire ce que ça veut dire DAG? Oui, c'est Directed Acyclic Graph. Je pense que c'est plus clair. Plus sérieusement, je vais essayer de vous l'expliquer avec pédagogie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est une blockchain. Les blocs sont créés de manière linéaire. Donc vous avez un bloc qui se crée, puis un deuxième, puis un troisième. Ça suit une ligne de direction. Sur un DAG, on est capable de faire du parallélisme. Ça veut dire qu'on va créer des blocs en parallèle. Et ça a plusieurs avantages. Le premier de ces avantages, c'est par exemple qu'on évite les forks. Les forks dans la blockchain, ça veut dire que deux mineurs, par exemple, de Bitcoin, trouvent un bloc en même temps, ce qui va créer deux blocs dans la chaîne, et le réseau va devoir choisir le bloc qui est réel et le bloc qu'on appelle un bloc orphelin que l'on va laisser et abandonner. Ça pose un problème parce que le bloc orphelin, il crée de la latence sur le réseau, donc il ralentit le réseau. Mais en plus de ça, le mineur, lui, a travaillé sur ce bloc, a utilisé de l'énergie pour rien et n'est pas rétribué sur ce bloc puisqu'il est considéré comme orphelin. Donc quand on fait du parallélisme, on n'a plus de bloc orphelin, donc on a un réseau il y a moins de latence sur le réseau et les mineurs gaspillent moins d'énergie. Après, il y a une deuxième chose qui pour moi qui est même la plus importante, c'est que sur GhostDAG, qui est le protocole de DAG qui est utilisé sur Caspa, c'est résistant à ce qu'on appelle les MEV. Alors, en gros, c'est Maximum Extractable Value. Alors ça, c'est utilisé dans la finance traditionnelle comme dans la DeFi, c'est-à-dire que vu que les blocs sont émis de manière linéaire et que les réseaux sont lents, certaines personnes malveillantes vont jouer de la lenteur des blocs pour introduire des transactions et prendre des fees ou faire baisser ou augmenter vos fees. Et ils récupèrent de l'argent sur votre dos, en quelque part. Donc ça, c'est un problème que la finance aujourd'hui rencontre, mais aussi le Web3 et la blockchain. Et en utilisant le GhostDAG et des blocs parallèles, quand un acteur malveillant souhaite faire un MIV, il ne sait pas quelle sera la chain qui va être validée dans les forks parallèles, et donc il est bloqué, il ne peut plus le faire.
Donc du coup, pour donner un peu plus de visualisation, on a dit donc Bitcoin c'est linéaire, il faut imaginer une ligne. Et pour un bloc DAG, je dirais que dans l'idée, ce serait un peu une toile d'araignée, alors qu'il continue à chaque fois de s'étendre, mais ce serait un peu pour vous donner une image de comment ça se construit. Du coup, on a fait un super tweet pour trouver un peu quelles étaient les meilleures questions, les questions qui se posent le plus sur Caspa. Et la première que j'ai eue, elle est un peu rigolote parce qu'elle va un peu avec notre genèse. Avant, on s'appelait NFT Biarritz. Est-ce qu'on peut faire des NFT sur Caspa? Alors oui, la réponse est oui, et peut-être la question qui arrive, c'est mais pourquoi il n'y a pas encore de NFT? Ou il y a une question aussi standard, c'est pourquoi on n'a pas encore les smart contracts? La vision en fait des contributeurs, des principaux contributeurs de Caspa était de dire il faut d'abord résoudre le problème de la monnaie, le peer-to-peer Electronic Cash System, qui a été la vision de Satoshi Nakamoto en disant bah, Bitcoin est là, mais il a quelques difficultés, il est notamment pas scalable, donc on peut peut-être essayer d'améliorer, et c'est ce que Caspa a fait, parce que Caspa c'est 1 bloc par seconde, c'est 10 blocs par seconde en testnet, donc ça veut dire que c'est 6000 fois plus rapide que Bitcoin et 3 fois plus rapide que Solana. Tout ça sur une technologie Proof of Work et indexée sur l'électricité. Donc ça, c'est le premier point. Ils se sont concentrés là-dessus pour dire tant qu'on n'aura pas un réseau dont la valeur du coin du réseau est indexée sur l'électricité, sur l'énergie, comme est Bitcoin, bah, tout le reste, en gros, ça ne sert à rien parce qu'on va retomber dans les mêmes difficultés. Une fois qu'on a dit ça et que ça a été fait, il y a effectivement actuellement plusieurs développements qui sont en cours. Le premier qui est Casplex, qui est une équipe à part du team Caspa, on va dire, qui eux développent la technologie d'inscription comme sur Ordinals sur Bitcoin. Ça veut dire que dans la plus petite quantité divisible du jeton CAS, comme le Satoshi pour Bitcoin, on va venir inscrire de l'information, qui peut être de l'information texte ou de l'information avec une image. Et vous m'avez compris, un texte, une image et un coin fongible devient un NFT. Donc ça devrait sortir le mois prochain. Ça a été en bêta testing il y a à peu près un mois et demi et ce sera lancé le mois prochain. Et concernant les smart contracts, il y a deux visions aujourd'hui et les équipes de Caspa travaillent dessus. La première, c'est intégrer du ZK Rollup comme on peut avoir sur Ethereum. La deuxième, c'est avoir un smart contract qui est natif à Caspa et donc il y aurait des propriétés directement liées au réseau Caspa. Et ça devrait arriver, on l'espère, sous 12 mois, mais on n'a pas de date précise aujourd'hui. Là, après, j'ai une question un petit peu plus tricky dans cette interview. Caspa est aujourd'hui, et ça c'est factuel, le protocole qui a la plus grosse croissance de hash rate, on va dire de puissance de calcul allouée, la plus grosse croissance en ce moment. C'est une vraie dinguerie, ça double tout le temps. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on voit un cap? Est-ce que c'est encore le moment? Ou qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vrai que Caspa, depuis 2 ans et demi depuis sa création, c'est le meilleur performeur en hash rate sur les 2 dernières années. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est le meilleur performeur aussi en termes de pricing du coin. Pourquoi c'est intéressant? Pas forcément dans le fait de chouette, on se fait plein d'argent, même si tout le monde veut faire de l'argent. C'est aussi lié à ce qu'on appelle la power law, donc la loi de l'énergie. C'est une loi en fait qui est normalement intrinsèque à Bitcoin, qui est de dire la valeur du Bitcoin suit sa valeur de dépense énergétique, donc du hash rate. Et c'est pour ça que Bitcoin, dans le temps, a toujours été considéré comme viable, parce qu'encore une fois, la valeur de son coin est indexée sur l'énergie dépensée. Pour être plus clair, un mineur, quand il est d'accord de dépenser 1 kWh pour recevoir tant de Bitcoin ou tant de CAS, c'est qu'il considère que pour 1 kWh, cette quantité d'énergie, il est OK pour recevoir le jeton. C'est-à-dire que donc le jeton est indexé sur l'énergie. Quand vous êtes en proof of stake, la création de jetons n'est pas liée à l'énergie. Donc ça pose d'autres problèmes. Donc tout ça pour dire que Caspa est le premier coin depuis Bitcoin à suivre la power law. Donc vu que son hash rate augmente, son prix devrait suivre. Si son prix suit plus tard, tant mieux que le hash rate augmente. Si son prix, on va dire, décorrèle de l'énergie, eh ben, on retomberait dans un problème qu'on a déjà connu sur d'autres proof of work et Caspa en partie échouerait sur ce segment. Et donc enfin, dernière question avant qu'on passe à vos questions, celles de la communauté. C'est quoi les prochains développements, hormis tu parlais un peu smart contract, peut-être DeFi, NFT, c'est quoi la vision de Caspa à un petit peu plus long terme que 12 mois? Alors, à plus long terme que 12 mois, la toute première vision, encore une fois, c'était embrasser la vision de Satoshi Nakamoto, donc vraiment être un peer-to-peer Electronic Cash System. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Caspa embarquera du smart contract. Quand vous envoyez un CAS d'un wallet à wallet Caspa, vous pouvez faire le test,
la transaction est validée automatiquement. Donc on est aussi rapide que Visa. Ce qui veut dire que demain, si Caspa doit se démocratiser, on a besoin d'une technologie blockchain où quand j'envoie le coin, il est reçu dans la seconde aussi rapidement que sur Visa. Si on doit attendre 10 minutes, on a bien compris que ça ne marcherait pas. Ou si on doit utiliser des couches qui compromettent ou la décentralisation ou la sécurité du réseau, comme Lightning Network sur Bitcoin, on n'est toujours pas dans cette fameuse résolution. Sur Caspa, ce qu'on voit demain, c'est que vont être tokenisés tous les actifs demain que vous connaissez, les actifs boursiers. Et Caspa peut être un réseau qui accepte demain la tokenisation et qui permet aux bourses telles qu'on les connaît d'être tradées automatiquement sur le réseau. Ce qui veut dire que demain, au lieu de passer par des tiers comme eToro ou Trading 212 pour avoir par exemple vos actions Tesla, si demain les actions sont tokenisées sur Caspa, vous serez vous-même proprement détenteur de vos actions et vous pourrez les vendre sur un marché libre. Donc ça, c'est une vision très large de la finance. Elle est décentralisée parce que Caspa est décentralisé. Après, il y aura aussi une vision Web3 qui arrive. Mais là, je vous ai donné la big picture. C'est ce qu'on voulait. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer aux questions. Si peut-être l'animateur de la salle peut passer un micro. Est-ce que vous avez des questions? Levez peut-être la main. Ou sinon, allez voir Julien directement après le talk. Il est facilement reconnaissable, c'est le seul avec son t-shirt Caspa. J'ai mis un t-shirt Caspa et j'ai les chaussettes Caspa aussi. Donc, vous pouvez me retrouver aux chaussures ou au t-shirt. Non, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas sur le réseau ou quelle qu'elle soit. Si je peux essayer de vous apporter de l'information, ce sera avec plaisir. En attendant que peut-être une question arrive, je peux aussi vous faire passer l'info que Caspa vient d'annoncer donc le protocole Crescendo. Ça veut dire que le 10 blocs par seconde arriverait normalement début mars, selon la roadmap qui a été proposée. Donc encore une fois, Caspa aujourd'hui, c'est 1 bloc par seconde. Pour se rendre compte, Dogecoin, c'est 1 bloc toutes les minutes. Litecoin, c'est 1 bloc toutes les 2,5 minutes. Bitcoin, c'est 1 bloc toutes les 10 minutes. Donc quand on a un proof of work à 10 blocs par seconde, on se rend compte du gap technologique qui est effectué par l'équipe. Des fois, on ne se rend pas bien compte. Mais pareil, le fait que ce soit un proof of work et pas un proof of stake, c'est un autre débat. Mais si vous voulez avoir un coin qui est vraiment indexé sur une vraie valeur, le proof of work vous le permet. Alors du coup, je vais avoir peut-être une question un petit peu... Ah, on a une question là-haut. En attendant, je t'en pose une petite. Qu'est-ce qui s'est passé avec le début de la blockchain? C'est la grande question qu'ont les détracteurs de Caspa. Si tu peux essayer d'y répondre simplement, parce que je sais que c'est pas si simple. Oui, en fait, alors ça regroupe plusieurs sujets. Au début de la blockchain, ce qui s'est passé, c'est que Caspa avait rencontré des problèmes dans son fonctionnement, ce qui fait qu'ils ont coupé le réseau, ils ont rétabli le système et ils l'ont relancé. Donc on était encore une fois premier 2 mois de la chain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été lancé en fair lunch, donc il n'y a pas eu de communication pour dire à tout le monde venez sur le réseau. C'était lancé entre développeurs. Et l'ensemble, quand ils ont relancé le réseau, l'ensemble des coins qui ont été minés ont été jetés sur un wallet et ont été burn. Donc aujourd'hui, ça vaut plusieurs millions de dollars les jetons burn, mais ils sont bien retraçables sur un wallet. Et il y a d'autres débats aussi avec Caspa qui est de dire oui, mais Caspa, il n'y a pas un full ledger. Donc il n'y a pas la capacité, comme sur Bitcoin, de retrouver un ledger, sauf que Caspa utilise un système de pruning qui en fait synchronise des transactions à uniquement les UTXO des transactions synthétisées dans un pruning, et on peut retracer les transactions au travers de cette information. Ouais, donc c'est bien fiable, mais vu que technologiquement c'est très développé, certains s'appuient là-dessus pour venir un peu donner de l'information erronée. Voilà. Pour donner un petit peu, alors un comparatif très grossier du pruning, on pourrait dire comme si on voulait compresser un fichier un petit peu. Ça reste très grossier, mais c'est l'idée pour quelqu'un qui débuterait. On a une question là-bas, monsieur. Oui, du coup, je voulais savoir si, vu que ça ressemble à Bitcoin, est-ce qu'il y a un nombre de tokens limité avec un espèce de halving aussi sur Caspa ou pas du tout? Oui, il y a un nombre de tokens limité. Alors, j'ai plus le nombre exact en tête, mais c'est autour de 22 billions. Donc, 22 milliards. 22 milliards, merci. De tokens. Et le halving, il est différent de Bitcoin parce que c'est tous les mois que le halving de Caspa diminue, et il diminue drastiquement tous les mois. Donc il se terminera aux alentours, pareil, de mémoire, de 2034, quelque chose comme ça. Donc se pose toujours la question, est-ce que les gens vont continuer à miner puisqu'ils ont de moins en moins de récompenses? Donc ça, si Caspa suit la power law comme il le fait actuellement, et comme j'ai pu vous l'expliquer, le pari sera gagné.
Si Kaspa n'arrive pas à suivre ce chemin-là, on aura moins de mineurs, donc peut-être un réseau un peu moins sécurisé. Et après, comment se fera, comme sur Bitcoin, il y a une vraie question qui est de dire quel sera le modèle économique une fois qu'on a fini de miner, parce que si les mineurs s'arrêtent, il n'y a plus de sécurité. Il ne faut pas oublier que les mineurs, et d'ailleurs ça a très bien été expliqué dans la conférence juste avant, c'est qu'au-delà de la création de nouveaux Bitcoins ou de nouveaux CAS, ils ont les fees de toutes les transactions qui sont effectuées sur le réseau. Et donc Kaspa devra réussir dans son adoption à avoir un réseau qui est utilisé pour générer des fees et pour rémunérer les mineurs. C'est une, en tout cas, des solutions une fois que tous les CAS sont émis. Et une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à 87% des CAS qui sont émis sur le réseau. Ça veut dire qu'on a aussi une décentralisation du coin, donc les 1000 plus gros owners de CAS détiennent 50% de la supply. Donc vous pouvez peut-être vous dire c'est énorme, mais si vous regardez l'ensemble des jetons, c'est généralement 95%. Quels que soient les coins, vous pouvez regarder d'ailleurs, c'est CoinCarp, c'est un site qui vous permet de voir comme ça la répartition des jetons. Ce qui veut dire que Kaspa est quand même bien décentralisé, malgré qu'il ait émis énormément de jetons et très vite. Ça veut dire qu'il y a eu une bonne distribution, et ça se retrouve d'ailleurs dans la chart, c'est la croissance organique de Kaspa. Et enfin, je terminerai juste sur un point de décentralisation. Non, j'ai plus le temps. Allez, au pire, posez-lui la question en vrai, venez le voir. De toute façon, Julien, on peut te retrouver sur Twitter avec l'arrobase Judobert, DAUBERT avec JU devant. Et moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Benjamin Moget. Et si vous avez des questions, on se retrouve tout de suite. Merci beaucoup, merci d'avoir invité Merci à toi, merci d'être venu. Sur Stock. Merci.